une production Girl Crush. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Marchesso, qui est une entreprise québécoise qui veut encourager les femmes à être actives pendant leur grossesse, à préparer l'accouchement et à reprendre l'entraînement de façon progressive et sécuritaire. Marchesso, c'est des programmes d'exercices virtuels créés par une kinésiologue 100% conçus pour la maternité. Les séances proposées sont variées et adaptées à tous les niveaux. Pour bouger en toute confiance, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 15% sur les programmes distincts de Marchesso avec le code L15 et vous pouvez la retrouver sur Instagram, marche_so. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux péniens, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15% de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô, Lauriane! Allô! Lauriane Hélène. Lauriane Hélène, parce que j'ai dit juste Lauriane. Est-ce que les gens y ont tendance à raccourcir ton nom avec juste ton premier nom? Oui, Ouais, hein. absolument. Oui, mais mes parents tenaient vraiment à Lauriane Hélène. Ben oui. C'est ça. Fait qu'on peut dire Lauriane aujourd'hui. Ben oui, absolument. Ben, c'est ça, parce que moi, mon ancienne co-animatrice de mon ancien podcast, c'était Laura Gabrielle, puis ça la gossait que le monde l'appelait juste Laura. Tu sais. Ah. T'assumes que la personne est correcte avec juste un. Mais bref, bienvenue. Introduction, ouais. Bienvenue. On est vraiment contente de t'avoir. Moi aussi. Ça fait un bout de temps aussi qu'on essaie de faire fitter les horaires. Fait que, Oui, la vie de maman obligeait. C'est correct. on comprend. Ça nous a forcé à faire une saison 2. C'est juste à cause de ça. C'est juste grâce à toi. Non, mais tu es dans la saison 2. Là, genre, je vais leur dire au micro, mais j'ai l'impression que ça fait une couple d'épisodes de suite qu'on filme, puis là, on commence à être un petit peu plus coq à l'âne et genre moins correct. organisé dans nos idées. Mais On est très organisés. Si tu n'as pas écouté de nos épisodes encore, on commence toujours l'épisode avec des petites questions à rafale. Puis comme le dit si bien Marie-Lou, question rapide, réponse rapide. Génial. T'es prête? Oui. Vas-y, ma chère. j'y vais. Check la bonne carte. Ton dessert préféré? Brownies. Ouh. Quel est ton endroit favori pour te ressourcer après une journée difficile? Ma douche. J'ai la même réponse. Si tu pouvais choisir un super pouvoir, ça serait lequel? Lire dans les pensées. Oh! Assez typique travailleuse en santé mentale, hein? Ah oui, c'est bon ça. Si le métier de sexologue n'existait pas, quel autre métier aurais-tu choisi? J'aurais été avocate. Oh, pourquoi? Je peux te demander? Oui, en fait, ben, j'ai une petite fibre féministe dans la vie, hein, fait que je suis beaucoup dans la défense des droits des femmes, puis ça a toujours été quelque chose, l'injustice aussi qui est venue me chercher. Avant d'aller en sexologie, je voulais aller en droit, mais je trouvais que c'était pas assez humain à mon goût, du moins, même si c'est une profession qui est vraiment importante, mais j'avais besoin d'aller chercher ailleurs un contact un peu plus dans les émotions, mettons. Je comprends. Ok, voilà. Ben, t'es à la bonne place. Merci. Parce que c'est un balado féministe. Oui, c'est ça. Ah, ben, t'es à la bonne place dans ta carrière aussi. Excuse, ça peut porter à confusion. Mais t'es à la bonne place ici aujourd'hui sur ce sofa aussi. Et sur ton X partout! Oui. Ben, gars, avant qu'on commence, là, est-ce que tu voudrais nous présenter qui tu es pour les gens qui nous écoutent qui peut-être ne te connaissent pas? Lauriane Hélène, maman sexo. Oui. Ça fait un petit bout que je suis sur les réseaux sociaux, mais j'ai un parcours un peu atypique. En fait, premièrement, la chose qui me définit le plus, je suis maman de 2 petites filles de maintenant 5 ans et 3 ans. Puis, ce qui a fait en sorte que j'ai été intéressée par la sexologie périnatale, parce que c'est vraiment comme ça mon expertise, mais aussi les agressions sexuelles. Ça a été, dans le fond, d'avoir mes enfants pendant mes études.
Fait que j'ai eu mes 2 enfants pendant mes études. Ça a été tout un défi. Mon stage au Calax avec enceinte en même temps. Fait que j'ai accouché de mon bébé puis de mon bac en même temps. Puis après ça, ben pendant mon congé de maternité, j'ai fait ma formation d'accompagnante à la naissance. Puis c'est ça. Fait que là, ça l'a comme tout à chambouler. J'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Puis Maman Sexo est née de cette manière-là. Puis après ça, ben c'est devenu ce que c'est devenu. Puis je suis vraiment contente, en fait. Là. J'aime vraiment ça. Je capote bien raide, là. Ta pratique est orientée vers quoi? C'est des consultations que tu fais? Est-ce que tu fais justement de l'accompagnement à la naissance? Tu sais, comment... Oui, je fais pas d'accompagnement à la naissance, mais j'ai créé avec mes collègues vraiment incroyables, Maude qui est travailleuse sociale et Caroline qui est sexologue, une clinique en périnatalité. Fait que présentement, c'est vraiment beaucoup ça qui prend de mon temps, mais aussi ma pratique privée. Là, dans le fond, comme je disais, je fais vraiment moitié-moitié. En fait, je dirais en 3. Fait que parents qui ont été victimes d'agressions sexuelles puis victimes d'agressions sexuelles, mettons, OK. dans le contexte de vie. Fait que ça ressemble à ça, ma pratique, plus le contenu éducatif. Là, C'est nice. Ben, on dirait que je te suis depuis longtemps sur les médias sociaux, mais j'avais pas catché le côté agression sexuelle. Fait que Oui. props, c'est vraiment important. Puis là, tu dis que c'est avec Maude et Caroline, c'est ça? Oui, Que tu as exactement. créé la clinique. Mais la clinique, est-ce que c'est une clinique virtuelle? C'est une clinique sur place? Oui, c'est une clinique virtuelle. En fait, c'est un concept que les professionnels, en fait, sont sur la plateforme, mais en fait, on peut aller consulter dans les régions où est-ce qu'elles sont, puis elles offrent toute la téléconsultation. Fait que c'est comme ça regroupe tous les professionnels. Maud allait me dire que c'est comme le Airbnb de la santé mentale. Fait que ça ressemble un peu à ça pour prendre rendez-vous. Fait que ça donne une accessibilité aux parents, finalement, de prendre rendez-vous, puis que ce soit simple aussi. On veut vraiment que ce soit simple, accessible, pas compliqué, puis avoir une diversité aussi dans les professionnels parce que la maternité, la parentalité, ça change toute une vie. Fait qu'il y a plusieurs sphères, finalement, qui sont impactées. Puis on voulait vraiment aller chercher l'ensemble de ça avec tous les professionnels, en fait, qu'on a à la clinique. Fait que... Puis je pense que là, tu parles des différentes sphères qui touchent à la maternité, à la parentalité. Puis je pense qu'il y en a beaucoup de ces sphères-là, justement, qu'on n'adresse pas. Là, entre autres, on va en discuter aujourd'hui, là, sans vendre du scoop. Mais je pense qu'on est souvent habitué de parler de sujets, des mêmes sujets, mais qu'il y a plein d'autres sphères qui sont souvent pas adressées. Là. Absolument. Oui, vraiment. Bien, en fait, on commence à parler beaucoup plus de la maternité. C'est comme si c'était un rôle qu'on devait un peu assumer avec on y va, il n'y a pas tant de ressources. Il y en a toujours eu un peu, mais maintenant, on est vraiment plus dans la recherche. On commence vraiment à s'intéresser justement dans les données probantes, à quoi ça ressemble la réalité des parents finalement, puis la dépression postpartum notamment, mais aussi la sexualité des parents. Puis encore là, il en manque énormément tu sais, de recherche là-dessus. Là, c'est fou. Puis moi, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu aller explorer ça. J'étais en sexologie, on parlait pas des parents. J'avais ma vie de parent. Je comprenais pas pourquoi que je trouvais pas de ressources de mon côté. Fait que c'est pour ça que je publiais qu'est-ce que je lisais, parce qu'il y a de la littérature, mais la littérature, c'est pas nécessairement accessible à monsieur, madame, tout le monde, tu sais, puis monsieur, madame, tout le monde devient parent, finalement. Puis avant qu'on rentre même dans le vif du sujet, là, ça me mène à une question qui est entre autres les réseaux sociaux. Tu sais, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux, des fois beaucoup de mauvaises informations, nécessairement avec des gens qui sont peut-être pas qualifiés dans leur domaine. Tu sais. Moi, je vois souvent l'exemple de, puis sans que ça soit dans... Comment dire, les gens, ils ont pas des mauvaises intentions quand ils font ça, mais des gens, par exemple, qui ont 4-5 enfants, qui se disent spécialistes de la maternité et tout, puis là, qui propagent des informations, des fois, qui sont moins bonnes. Mais moi, je le vois qu'avec ma pratique, des fois, ça peut aider des gens. Toi, t'as-tu vu cet effet-là de publier beaucoup sur les réseaux sociaux parce que t'es active, entre autres, sur Instagram, si je ne me trompe pas? Oui, absolument. Bien, justement, c'est pas tout le monde qui est prêt à consulter. Fait que quand on peut publier des informations comme professionnel de la santé, que c'est justement supporté par des données probantes, donc par la science, fait qu'on ne dit pas n'importe quoi, puis que les gens peuvent aussi refléter ça dans leur vie, définitivement, ça aide. C'est quand même un point d'entrée aussi vers justement l'introspection puis l'aide qu'on peut s'apporter parce que le travail de soi est autant important que justement d'aller en relation d'aide nécessairement ou en psychothérapie. Il y a quelque chose, tu sais, de pouvoir s'ouvrir puis de se donner cet accès-là comme personne. Mais effectivement, qu'il y a la désinformation, ça peut créer beaucoup de dommages puis ça peut même être dangereux, tu sais. Il y a des trucs qu'on va donner à des personnes, notamment sur la sexualité, mais la personne, elle a vécu des agressions sexuelles, c'est pas nécessairement adéquat. Puis la personne peut se mettre de la pression d'autant plus. Puis les traumas ont aussi beaucoup d'impact, en fait, sur la personne puis la sexualité. Fait que quand on voit sur les réseaux sociaux comme la sexualité, c'est important d'adresser justement beaucoup de choses. Puis tant mieux, on en parle de plus en plus, mais il faut faire attention puis apporter des nuances, qu'on n'est pas des professionnels quand on aborde un sujet aussi sensible, selon moi. Mais définitivement, il faut faire attention puis il faut aller chercher les bonnes ressources, mais ça peut être dangereux. Puis moi, je vois les impacts dans mon bureau quand ça arrive. Triste. C'est bien qu'on t'aille aujourd'hui puis que ce podcast devienne une ressource. Ça, c'est notre objectif. D'ailleurs, on aimerait ça parler de désir sexuel. Pourquoi il faut parler de désir aujourd'hui, en 2024?
Je pense qu'on a une vision très avec des œillères de ce qu'est le désir sexuel. On a l'impression que c'est une seule chose, puis que si on ne l'a pas, ben on n'a pas de désir sexuel, alors qu'on se rend compte avec les données que finalement, il y a plusieurs types de désir sexuel. Puis même qu'est-ce qui est très tricky dans la sexologie, dans la science de la sexologie, c'est que c'est difficile d'avoir une norme parce que tout le monde autour qui a une sexualité sont tous uniques. On est tous différents, on n'a tous pas la même sexualité. Fait que comment est-ce qu'on pense la sexologie? C'est comment est-ce qu'on apprend à faire l'amour? Puis comment est-ce qu'on apprend à faire l'amour avec quelqu'un d'autre? Puis quand je dis faire l'amour, c'est pas nécessairement d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est comme pénétratif, là. C'est vraiment d'avoir une interaction, une relation amoureuse, une relation d'amitié, des interactions, des conflits. On apprend aussi à se chicaner. T'sais, on apprend à faire l'amour, mais on apprend à se chicaner. Fait que c'est beaucoup de travailler, en fait, ces enjeux-là. Puis je pense que c'est important, en fait, d'adresser ça, surtout pour les personnes qui se reconstruisent, comme les parents nécessairement ou les victimes d'agressions sexuelles, qui reconstruisent leur identité, qui part à neuf à remettre leur mur de briques identitaire, puis que là, justement, on peut remettre des bases, tu sais. J'ai envie de poser une question, puis je sais pas si c'est le bon moment, Marie-Lou. non, mais ce que je m'en allais juste C'est dire... comme si je suis là. Non, mais ce que je m'en allais dire, c'est que je l'aurais posé à la fin, cette question-là, mais je sais que des fois, des gens, ils skippent la fin de notre épisode ou des fois, t'arrêtes parce que t'as fini ta course. Hey, là, commence pas par la fin. Non. Non, je voulais juste dire, est-ce que tu as des bonnes ressources en tête, que ce soit des ressources gratuites, des sites Internet, des comptes Instagram, des pamphlets, n'importe quel organisme pour les personnes victimes d'agressions sexuelles, justement, que tu pourrais mentionner aux gens qui nous écoutent? Avant qu'on s'éloigne. Ouais. Absolument. Ben, tu sais, les Calax, définitivement, je pense que d'appeler là, d'aller chercher justement de l'aide pour juste remplir, par exemple, des demandes IVAC. C'est pas tout le monde qui savent qu'ils peuvent remplir des demandes IVAC. Ouais. Fait que si tu as vécu une agression sexuelle, remplis une demande IVAC, puis envoie-la. Tu as le droit à cette aide-là. Puis c'est aussi rétroactif. Donc, si jamais tu as consulté avant, à partir de la date que tu as eu justement l'événement, bien, il y a un rétroactif, puis ça te permet d'avoir une aide puis d'avoir une consultation à faible coût. Puis ça, justement, Calax, Cavac peut aider à remplir justement la demande pour nous, comme pour les victimes, finalement, pour qu'ils puissent choisir justement des professionnels puis avoir de l'aide pour choisir, mais aussi de l'assistance, pas de l'assistance, mais mettons quelqu'un qui aide pour le socio-judiciaire, finalement. Fait que si on veut faire une plainte à la police, tu sais, ces intervenantes-là sont formées pour ça, puis l'aide, elle est là. C'est sûr que d'aller dans les CLSC, on peut dévoiler, c'est important de le mentionner. C'est sûr que je sensibiliserais même tous les professionnels de la santé qui travaillent avec des femmes, de poser la question puis de ne pas hésiter de la poser, tu sais, de faire est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as vécu une agression sexuelle ou est-ce que tu as vécu une situation de violence conjugale? C'est une dure question, mais au moins, tu as conscience de comment est-ce que tu vas diriger tes interventions. Fait que peu importe le professionnel qu'on va voir, je pense que c'est important de le sensibiliser. La clinique Matrescence, évidemment, je pense qu'il y a des professionnels, si on est parents qui ont vécu ça, on a des professionnels qui sont adaptés. Mais tu sais, tout ce qui est organisme comme ça, les maisons d'hébergement également, on peut aller chercher des ressources. Mais j'irais comme ça, en fait. Là. Puis les livres pour le désir sexuel, je vais y aller comme ça pour le dire, mais tous les livres de Émilie Nagoski, ça accroche, et c'est très féministe. Donc, as-tu lu son dernier? Oui. Je l'ai reçu, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est excellent ce qu'elle écrit. Là. Puis si je peux renchérir sur ce que tu as dit, parce que je consulte, mais plutôt je vois beaucoup de femmes dans ma pratique, bien, beaucoup de femmes et d'hommes, mais vu qu'on est dans un balado féministe aujourd'hui, beaucoup de femmes, justement, puis entre autres en rééducation périnéale, on s'entend que parfois mon évaluation peut être pas mal plus intrusive qu'une entorse à la cheville, si je peux dire. Puis je sais jamais à 100% comment l'aborder, en fait, parce que j'ai toujours peur. Tu sais, la personne, des fois, c'est la première fois que je la vois. J'y pose des questions de A à Z, là, jusqu'à comme combien de fois tu fais pipi par jour, tes selles, ils ressemblent à quoi, as-tu beaucoup de gaz? Tu sais, ça vient comme très intrusif comme questionnaire. Puis et c'est ma perception personnelle, mais je me dis tout le temps, je sais pas, moi, si j'étais le patient à me faire demander « Hey, t'as-tu déjà subi une agression sexuelle? » On dirait je sais jamais comment l'aborder. Je finis toujours mon questionnaire en disant « Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me dire qui impacterait l'évaluation d'aujourd'hui? » C'est toujours touché un petit peu. Je sais pas si toi, tu as des trucs par rapport à ça ou... En fait, je dirais comme professionnel de juste sauter dans la question. C'est un peu comme le risque suicidaire. Tu sais, quand on a quelqu'un qui est devant nous puis qui présente des risques suicidaires, oui, c'est une question qui est vraiment difficile. On est comme, boy, est-ce qu'on le dit la première fois qu'on va le dire, c'est la plus difficile. Même chose pour cette question-là, puis après ça, c'est plus facile. Parce que finalement... Ça, je le dis, ça, je le demande. Exact. Mais exact, c'est la même chose. C'est juste la sexualité, il y a ce tabou-là supplémentaire, mais finalement, la personne va soit sentir que justement, elle est écoutée ou si elle n'est pas prête à le mentionner, au moins, on va pouvoir voir dans sa réaction. C'est ça aussi, les signes qu'elle va donner, si comme on voit qu'elle est plus stiff, on va dire, ou que ça vient plus la chercher, puis
Après ça, tu sais, ça demande des références. On voit que justement, ça ressort. Bien, OK, parfait, on va te référer. Je te conseille d'aller voir, par exemple, une sexologue en même temps que notre suivi parce que je pense que ça pourrait être bénéfique. Ça peut te donner aussi, tu sais, je pense, de l'information aussi sur pourquoi les douleurs sont là, s'il y en a. Mais moi, je travaille beaucoup en collaboration avec des physios là, pour travailler justement les... ouais, vraiment. Moi, je suis pro ça. Là. C'est tellement important pour moi là, parce que c'est physiologique puis c'est psychologique dans le sens que dans la sexologie, l'organe le plus important, c'est le cerveau. C'est l'organe sexuel le plus grand. Puis des fois, en fait, tout le temps, on le sous-estime. Ouais. Fait que, ouais. Mais je pense qu'il faut arrêter de dissocier le cerveau et le corps. Là. 100%. Le corps, la tête, le cœur, tout est interrelié tout le temps. Est-ce que ça apporte des défis supplémentaires au niveau du désir sexuel quand on a vécu des traumas par avant? Absolument. Absolument, parce qu'on a peur du plaisir. On a aussi des enjeux au niveau de la sécurité. On a des mécanismes de défense qui peuvent survenir quand on est dans un état de vulnérabilité. Puis la sexualité, ben, c'est un état de vulnérabilité. Donc, le corps réagit, le cerveau, il est puissant. Il est comme, oh my God, non, là, je veux pas aller là, c'est pas vrai. Là. Puis surtout, je dirais, de plus en plus, je lis sur l'inceste puis l'abus sexuel à l'enfance. D'ailleurs, j'ai lu un livre vraiment intéressant, je pourrais vous le partager après, là, mais que j'ai lu pendant mes vacances, parce que je fais ça pendant mes vacances. Oui. Une lecture de plage. Ouais, c'est ça. Des fesses dans le sable, je lis sur l'abus sexuel, tu sais, genre. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'en parle pas assez, mais tu sais, ça a vraiment un impact aussi, tu sais, sur le plaisir ressenti aussi pendant comme l'incohérence de comme j'étais un enfant, j'ai ressenti du plaisir. Fait que là, maintenant, il y a comme plusieurs enjeux finalement à venir déterminer, ou juste le fait d'avoir peur, la fuite, ou d'être réactif, ou même l'hypersexualisation qui n'est pas non plus quelque chose qu'on veut parce qu'on peut apporter des comportements qui sont dangereux. Fait en fait, c'est vraiment d'aller chercher avec la personne de la sécurité, puis un épanouissement de la sexualité, puis le consentement aussi, avec une reprise de pouvoir de leur sexualité. Mais une reprise de pouvoir de leur sexualité, c'est dans toutes les sphères de leur vie. Fait quand ils viennent dans mon bureau, je suis pas en train de leur dire « OK, là, tu vas choisir quelle position faire, puis c'est toi qui décides dans le lit qu'est-ce qui se passe. » Ça commence par des micro-objectifs, des micro-limites. Puis chaque personne, je leur dis, par exemple, ben, OK, ben justement, ça t'a pas plu ça avec la personne? Dis-lui. Juste ça. Puis essayer de reprendre son pouvoir dans son quotidien. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. Puis tout le monde est capable de retrouver son pouvoir. Puis je le vois tous les jours dans mon bureau. Fait J'adore, je vais te référer 2 milliards de patients. Là. Oui. Je peux pas, j'ai plus de place. À la clinique. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent impacter le désir sexuel? Oh my God, tout. Ben tout, en fait, justement, j'en parlais tantôt avec une collègue, puis c'est fou pareil parce que le turn-off est beaucoup plus puissant que le turn-on. Fait que c'est très facile, en fait, de perdre ça. C'est tellement fragile, le désir sexuel. Fait que même si on en a, il est présent, mais ça ne veut pas dire que ça va être une priorité non plus. Fait que le quotidien, évidemment, la routine, les enfants, le travail, tout, en fait, tout le quotidien. Puis jusqu'à une mauvaise haleine peut être un turn-off, finalement. Puis généralement, comme être humain, on se concentre plus souvent sur qu'est-ce qui est négatif que positif, surtout dans la sexualité. Fait que là, on se dit, OK, ben ça, j'aime pas ça de ma sexualité. Ah, ça me gosse, ça me gosse. Mais la différence avec qu'est-ce qui nous gosse dans le quotidien, on va le nommer. Mais dans la sexualité, on ne le nomme pas parce qu'on n'a pas appris comment verbaliser la sexualité. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dedans, dans le fait qu'on garde tout, on devient comme plus frustré. Là, le côté émotionnel ressort, on garde tout ça, puis ben, on n'a plus de désir sexuel. C'est pas qu'on n'a plus de désir sexuel nécessairement. On peut avoir un trouble de désir sexuel, ça existe. Mais généralement, en tout cas, les personnes que je vois dans mon bureau, c'est plus que j'ai de la charge mentale, mon chum me fait chier, je suis tannée, puis genre, j'ai plus envie d'avoir du sexe avec lui parce que je suis épuisée de ma vie de maman, puis j'ai pas de temps pour ça. Mais toute seule, par exemple, je suis capable d'avoir de la masturbation. Fait que, tu sais, on voit un peu justement le fait que c'est présent, c'est la connexion qui est difficile finalement. Puis le désir sexuel, il y a quelque chose de justement que c'est avec nous-mêmes. Mais ce que je me rends compte généralement, c'est le désir de connecter avec quelqu'un. Wow, hey, mon cerveau, il est en mode... en ce moment. Je pense que ça va être nice comme épisode. À chaque fois qu'on a des épisodes comme ça, là, mon hamster, il roule après, puis je repasse à plein de choses. Tant mieux. Mais ce qui me vient en tête, tu sais, là, tu parles de charge mentale, tu parles de plein d'aspects qui peuvent jouer justement sur la sexualité. Puis dans nos questions qu'on s'était préparées, là, au final, c'était un peu de savoir si tu vois beaucoup de fausses conceptions par rapport au désir sexuel, des fausses croyances qui reviennent souvent. Puis une que j'ai en tête, mais t'élaboreras dans l'aspect que tu veux, là, c'est un peu que ben, les femmes, il faut que les astres soient alignés, Mercure en rétrograde pour que ça fonctionne. Non.
Non, c'est le contraire. Ouais. Je suis pas bonne en astrologie. Mercure ne soit pas en rétrograde. C'est ça. Si Mercure est en rétrograde, oublie ça. Et j'espère qu'il n'y a personne de calé en astro qui nous écoute. Je suis pas bonne là-dedans. Je connais Faudrait que vous invitez une astrologue la prochaine fois. Là. On est bonne, là, en plus. Non, bref, tout ça pour dire que, tu sais, on a souvent cette fausse croyance. Ben, je dis fausse croyance. J'espère que c'est une fausse croyance, là. Je suis pas mal sûre que oui, mais tu vois ça souvent. Y en a-tu d'autres fausses croyances que tu croises souvent Mon dans ta Dieu. pratique? Écoute, il y a tellement de mythes sur la sexualité. Bien, premièrement, que la sexualité d'une personne à l'autre, c'est pareil, c'est tout à fait Ouais. pas vrai. L'appétit vient en mangeant. Celle-là, je l'entends. Oh, mon Dieu! Oh mon Dieu Seigneur. Même, j'ai passé à la radio dernièrement, puis même l'animatrice me dit, ah, ben tu sais, l'appétit vient en mangeant, plus qu'on le fait, plus que ça. Non, pas du tout. Absolument repris. pas. Non. Oui, absolument, parce que c'est pas vrai, là, c'est un mythe, là, l'appétit vient en mangeant. Puis généralement, quand on voit l'appétit vient en mangeant, ça vient avec un type de désir sexuel. Fait que je vais aller avec le premier, tu sais, qui est le désir réactif. Ben oui. Fait que la personne veut avoir un rapport sexuel parce qu'il y a eu une stimulation, il y a eu un désir, il y a eu une réciprocité, c'était consentant, puis c'était correct. Ouais. Donc, on a eu finalement une expérience positive, épanouissante. C'est pour ça que justement, on se rappelle que c'était le bien. Donc, ça peut ramener justement un certain désir, vu que c'est un désir qui est réactif. Cela dit, si on a un rapport sexuel pour se dire, OK, il faudrait que j'y aille, il faut que je sois dans une charge, ben ça ne fonctionne pas. On n'est pas bien, on n'a pas d'épanouissement, on est juste dans la partie réflexe de notre corps, on n'est pas capable de se laisser aller. Le corps, il enregistre pas juste les traumas, là, dans toutes les expériences. Quand tu es inconfortable quelque part, tu fais comme, non, la dernière fois, mettons dans un resto, tu as une mauvaise expérience, tente pas d'y retourner là, à ce resto-là. OK, là, j'ai mangé, c'était quand même correct, mais genre, sans plus. Là, la serveuse était vraiment chiante, ça me tentait pas d'y aller. C'est un peu la même chose dans la sexualité. Ouais. Sauf que là, tu t'obliges à retourner. Fait que ça crée un inconfort, finalement. Fait que ton cerveau, il enregistre que la sexualité, c'est pas le fun. Pas du tout. Fait qu'il veut juste pas. Puis là, le désir descend. Je peux parler de mon expérience personnelle. J'essaie de moins parler de moi personnelle. Mais t'es la seule qui peut en parler C'est ça, je suis comme, moi, j'ai pas d'ordre. Je peux dire ce que je veux. Non. Absolument. Non, mais mettons, moi, je m'identifie avec le désir réactif, définitivement. Puis, j'ai vraiment adoré ton parallèle, puisque pendant que tu disais, genre, tu sais, l'appétit vient en mangeant, j'étais comme, mais j'ai un peu l'impression que c'est le même pour moi, mais j'adore avoir de la sexualité avec mon conjoint. Quand j'en ai, je suis comme, mais pourquoi qu'on fait pas ça plus souvent? Tu sais? Oui. Mais après ça, j'oublie. J'oublie à quel point c'est. Mais pas que j'oublie à quel point c'est nice, mais comme. On dirait que justement, après ça, il faut vraiment que je sois comme restimulée d'une certaine façon parce que c'est tout le temps réactif. Mais au final, pourquoi je suis pas capable de me rappeler que, genre, hey, la semaine passée, c'était vraiment nice. What about qu'on le refait? C'est rare que ça me vient comme ça. Puis je me dis, c'est comme s'il faut que lui il initie, puis qu'on restarte, puis que je fasse comme. Tu recommences à cause départ. Hein. Mon Dieu, c'est nice. On devrait faire ça plus souvent. Oui, puis tu sais, je pense que c'est un tout aussi dans le rapport sexuel. Il y a la connexion. Fait que tu sais, c'est pas juste lors du rapport sexuel que, OK, c'est vraiment nice. Dans le quotidien, y a-tu une connexion? Y a-tu un plus? Y a-tu quelque chose, justement, qui peut venir stimuler? Parce que c'est pas juste sexuellement de venir stimuler. Tu sais, il y a vraiment quelque chose dans le quotidien de bâtir quelque chose. Puis ça m'amène à l'autre mythe. J'ai des besoins sexuels. J'ai pas le choix. J'ai un besoin sexuel. D'accord. Oui, c'est comme un mythe, mais j'en semi, mettons. C'est un mythe qui s'adresse juste à nous comme personne. Parce qu'un besoin, c'est individuel. C'est pas... La personne devant toi n'est pas responsable de ton besoin. Ouais. Fait que si toi, tu as un besoin sexuel, c'est pas l'autre personne qui est responsable de ton besoin. Il faut que tu trouves comment venir le combler. Puis un besoin, finalement, sexuel, ce que j'analyse avec mes clients dans mon bureau, ce que je me rends compte, c'est un besoin de connexion avec sa partenaire. Parce que si on regarde dans la pyramide de Maslow, le besoin sexuel, finalement, c'est le besoin de, je vais être très cru dans mes mots, mais c'est de se vider. Fait que, tu sais, de se vider, de procréer. Ouais. Fait que ça, c'est le besoin sexuel selon les pyramides des besoins. Effectivement, ça peut aider, ça peut venir décharger, ça peut venir apaiser, mais il n'y a pas personne qui se dit dans la vie de manière consciente, j'ai envie juste de me vider dans ma conjointe, par exemple. Tu sais? Ce serait terrible, vraiment. Ben, ça serait vraiment plate. Tu sais, fait que quand que, justement, il y a des douleurs sexuelles, quand que, justement, est-ce que tu as envie de faire mal à la personne? Est-ce que tu as envie d'avoir un rapport sexuel avec une personne qui va avoir mal, qui va pas être bien, qui va se sentir comme toute pognée? Non. Fait qu'on fait pas ça. On trouve autre chose pour que quand que, justement, il y a un rapport sexuel, ce soit de la qualité. Donc, qualité versus quantité. Je pense que c'est le mot d'ordre, tu sais. Je l'entends souvent, ça, là, de la part de patientes. Là, mais mon conjoint, il a ses besoins, il a ses besoins. Puis j'adore ce que tu viens de dire. T'es pas responsable de ses besoins. Puis, tu sais, on s'entend que je suis pas formée en sexo ni en psycho. Fait que il y a plein d'affaires que je dis pas pendant mes séances. Là, mais des fois, je fais juste écouter puis je les refais en sexo. Mais
on dirait à chaque fois que j'entends cette phrase-là, je me dis tout le temps dans ma tête, je sais pas si ça va faire du sens, mais je suis comme, mais ton chum, il ferait quoi s'il était célibataire? Mhm. Il reste masturbé. Comme Ouais. je suis comme, ouais, il y aurait quand même des besoins, tu ne serais pas là. Comme, Mhm. à chaque fois, ça me. Mhm. Mais j'adore la phrase de comme, t'es pas responsable de ses besoins. Non, puis tu sais, il faut trouver un besoin qui est commun finalement. Fait que le besoin de connexion, généralement, il est commun quand on a justement la disponibilité. Puis le cerveau, encore une fois, il est présent dans la sexualité. Fait que le besoin, généralement, c'est une carence émotionnelle. On ne connecte pas émotionnellement, on n'a pas de connexion. Je veux juste que ce soit rapide puis qu'on puisse se retrouver. Fait que c'est tout à fait légitime, là. C'est pas de dire « Hey, vous êtes vraiment pas fin, les gars, de dire que vous avez un besoin sexuel. » Non, c'est pas ça. C'est juste, votre besoin, c'est pas vraiment ça. Votre besoin, c'est de connecter avec la personne, c'est tout. Ouais. Je pense aussi que qu'est-ce qui peut être confrontant, puis que tu sais, j'ai vu plusieurs situations, et, tu sais, et moi de même, tu rencontres la personne, tout est beau, c'est la lune de miel, t'as le goût de faire tu sais, d'avoir du sexe tout le temps, là, parce que là, Mhm. tout est nouveau, puis on est bien excités. Fait que des fois, c'est juste la transition entre. Mais avant, tu sais, pourquoi avant on avait le goût de coucher ensemble, mais genre 3, 4, 5 fois dans la semaine, puis on pouvait pas se lâcher, puis que là, non, genre, est-ce qu'on s'aime moins? Est-ce qu'on se désire moins? On se trouve-tu moins hot? Tu sais, j'ai l'impression aussi que c'est juste la transition à même le couple qui est difficile à accepter. Mhm. Mais en fait, c'est le nouveau Mhm. avec la personne. Fait que le fait d'apprendre aussi à connaître quelqu'un, tu sais, de justement d'apprendre quelque chose, c'est toujours excitant. Tu sais, c'est un peu stressant, c'est un peu fébrile, mais il y a une fébrilité, puis on veut justement construire quelque chose. Donc, on apprend à avoir des rapports sexuels, puis c'est tout à fait légitime que justement ce soit ça la priorité. Mais après ça, on apprend par exemple à vivre ensemble, on apprend à se chicaner, on apprend à, je sais pas, partir un projet ensemble, mais à sélectionner, aller dans notre meilleur resto. Tu sais, on apprend autre chose, puis la relation évolue, puis il y a des choses qui prennent plus de place, qui sont plus prioritaires que de faire l'amour, tu sais. Que justement, c'est correct, puis c'est important, puis il y a d'autres choses qui peuvent arriver au niveau du lien d'attachement. C'est sûr, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais il y a plein d'enjeux, on s'entend, fait que je généralise, mais généralement, c'est plus que, on a d'autres priorités. Puis c'est pas mal, on construit notre couple dans son ensemble. C'est pas juste la sexualité, un Ouais. couple. Puis la fameuse croyance fausse ou pas, est-ce qu'il y a une différence entre le désir sexuel d'une femme et d'un homme? Il y a une différence dans tous les êtres humains. Pas personne de pareil. Fait qu'il y a une femme qui peut avoir beaucoup de désirs sexuels d'une certaine façon, un homme moins, ça dépend de chaque personne, puis au courant de la vie de la personne aussi. C'est pas parce que quand tu étais à tel âge que tu étais full horny tout le temps que là, maintenant, dans ta vie en ce moment, ça se peut que ça change. Puis ça se peut que ça change au mois, ça se peut que ça change en jour. Tu sais, chaque personne est différente finalement. Puis le désir sexuel, c'est vraiment pas juste d'avoir un rapport sexuel pénétratif. Il y a comme plusieurs choses à venir cultiver. Si vous me permettez, je pourrais vous présenter quelques-unes que j'ai. Vas-y. Ça vous tente? Oui, ça me tente. Fait que je sors mon téléphone. Je vais pouvoir vous expliquer, mais... On pourra nous l'envoyer, puis les gens qui écoutent sur YouTube, on pourrait la mettre. Ah, ouais. Ça Même pourrait sur être Spotify, regardez votre téléphone. Ah tout oui, le monde. c'est Il y a une vrai, vidéo sur c'est vrai, Spotify il y a en ce moment. Bon. Génial. Sauf si vous conduisez. Non, c'est ça. Party, tout le monde. Fait qu'on a dit tantôt, tu sais, le réactif, fait qu'on s'étalera pas là-dessus. Le spontané, c'est pas vraiment compliqué. C'est je veux tout le temps, n'importe quand, puis il n'y a pas de problème. Pas besoin d'avoir rien pour me mettre dans le mood. Il y a le contextuel. Fait que selon le contexte, est-ce que justement, tu es à la maison, tu invites des amis ou de la famille, puis ça te tente pas finalement d'avoir un rapport sexuel avec ta partenaire parce que comme le contexte n'est pas propice à ça, ou au contraire, on est en vacances, on est dans le sud, on est relax, on est un peu pompidou, puis là, ça nous tente, tu sais. Genre, tu sais. Ma nouvelle expression. Mais tu sais, justement, tu sais, je pense que c'est important de voir, tu sais, le contexte dans le désir sexuel aussi. Fait que ça change. Le côté émotionnel aussi. Fait que tout ce qui est dans les émotions, le sentiment de sécurité, le sentiment de pouvoir aussi partager une émotion commune. Fait que généralement, moi, ce que je vois, c'est quand on vit une vulnérabilité ensemble. Tu sais, on a de la peine ensemble, on vit un défi ensemble, de le vivre ensemble, puis de ne pas se cacher dans notre vulnérabilité, aide beaucoup à connecter sexuellement. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de full important. Mais tu sais, tout ce qui est l'amour aussi, puis genre, je me sens aimée, je me sens valorisée, tu sais, justement validée aussi, comme c'est presque ce que tu dis, c'est beau ce que tu fais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis le côté émotionnel est le plus important dans la sexualité, selon moi. Ouais. Le fantasmatique, ça, c'est le petit tabou du désir sexuel. Mais le fantasmatique, en fait, c'est tout ce qui est la pornographie, mais pas juste que ça. Les lectures érotiques, les films. Tu sais, on s'imagine des choses, puis on a tous un imaginaire érotique à notre façon.
qui est différent, qui est plus élaboré que d'autres, mais qui est différent du moins. Puis c'est pas parce qu'on a un imaginaire qui ressemble à quelque chose qu'on va l'appliquer dans notre vie. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit distinguer parce que c'est quelque chose que je vois aussi, tu sais, le malaise par rapport à la pornographie. Pourquoi est-ce que, ma partenaire regarde tel type de porno, mais moi, je suis vraiment pas ce modèle-là ou je pourrais jamais y offrir ce type de pratique-là? C'est pas grave. Ça se peut que ça reste dans l'imaginaire. Puis tant que ça crée pas de détresse à personne dans le couple ou envers la personne, il n'y en a pas de problème. C'est bien correct de s'imaginer, puis il y en a pour tous les goûts. Fait que ça, je pense que c'est important aussi de le intéressant, mentionner. ça, que ça peut rester dans l'imaginaire sans nécessairement que la personne veuille nécessairement que ça soit sa réalité, tu sais. Absolument. Ben oui, je pense que c'est important, tu sais, justement, de se rappeler que l'imaginaire, on va s'imaginer des choses. Hey, ça serait-tu le fun un jour de faire ci? Mais tu sais, des fois, on va partir dans notre tête pour plein d'affaires, mais la sexualité aussi, là, ça fait partie de ça, tu sais. Fait que ça, l'esthétique, quand on trouve quelqu'un de beau, on est juste comme, OK, ouais, genre, ça, c'est mon style, genre, c'est mon type, puis OK. Fait que, tu sais, justement, ton chum, il porte un tuxedo, puis oh, wow, OK, aujourd'hui, ou genre, il fait le ménage, OK, là, c'est chaud, tu sais, genre, ça, désir sexuel esthétique. Exploratoire, fait que je parle pas nécessairement du Kama Sutra. Ça peut être, genre, très, très simple, ça peut être adapté à la personne aussi. Tu sais, où est-ce qu'elle est rendue dans son exploration? Tout ce qui est de la nouveauté. Fait que, par exemple, de retrouver la sexualité en postpartum, c'est une forme d'exploration aussi. Oui. Ça peut demander aussi beaucoup de douceur, puis on n'est pas obligé d'être téméraire non plus dans l'exploration. Fait que ça peut être très, très doux, ça peut être des caresses, ça peut être d'essayer de se parler ou même d'aller justement consulter ensemble puis d'essayer de se comprendre dans la sexualité. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, puis le dernier que j'ai, puis il y en a sûrement d'autres dans les études, mais c'est ce que j'ai, le relationnel. Fait que la qualité de la relation. Comment on se sent dans notre relation? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on a des communications qui font du sens? Est-ce qu'on chicane? Fait que voilà. Fait que tout ça, ça englobe dans un gros nuage de plusieurs types, tu sais, de désirs sexuels. Puis des fois, il y en a un petit peu plus d'un, un peu plus d'autres. Parce que, tu sais, tu me disais, je m'identifie au désir sexuel réactif, mais je suis certaine que dans ta vie, tu as sûrement... Finalement, c'est toute la liste au complet, sauf le spontané. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu sais, d'avoir quelque chose de spontané? Puis, tu sais, la sexualité, c'est pas juste d'avoir un désir sexuel, avoir un rapport pénétratif. Juste genre, hey, j'ai le goût de t'embrasser maintenant. C'est un échange sexuel aussi. Fait que techniquement, tout le monde en a un peu. Tu sais? Fait que je pense que c'est important de le voir comme ça, que ça se multiplie finalement, le désir sexuel. C'est sûr qu'on n'est pas capable d'aller le chercher. C'est là qu'on va aller consulter, justement, comme je l'ai, mais je suis pas capable d'aller le chercher. Je me sens pas bien d'aller le chercher, ce désir-là. Qu'est-ce que je fais? C'est tout à fait légitime de se poser la question aussi, là. Mais tu vois, en disant ma joke, c'était comme une demi-joke parce que j'ai l'impression aussi que, comme, plus ma relation avance, plus j'additionne tous ces critères-là un peu. Fait que, tu sais, c'est OK, dans le fond, c'est peut-être pas juste réactif parce que je suis comme, OK, oui, c'est réactif. Mais dans le fond, c'est aussi contextuel parce que je relate à ça. Puis dans le fond, c'est aussi émotionnel. Genre, on s'est-tu parlé deep aujourd'hui ou est-ce qu'on s'est pas trop vu? Puis, mais dans le fond, ça serait aussi esthétique. Puis dans le fond, ça serait aussi... Là, je suis comme, ouais, ça fait beaucoup de critères à cocher. Là. Ça commence à peut-être être beaucoup. Là. Exact, c'est ça. Il faut l'accumuler, tu sais, à petite dose ou à grosse dose, mais il faut en profiter quand ça vient parce qu'encore une fois, c'est super fragile, tu sais. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. J'ai une drôle de question. Oui, Parce que, tu sais, puis bien sûr, je suis 100 d'accord avec toi. Tu n'arrêtes pas de dire les relations sexuelles. On est très axé en société à avoir, tu sais, dire relations sexuelles, c'est un rapport pénétratif, là, que c'est pas juste ça et tout. Puis là, on extrapole qu'est-ce que vraiment la sexualité. Je sais pas si tu vas quand même répondre à cette question-là, mais c'est quoi le sexe? C'est quoi ta définition de sexe? Wow, c'est une bonne question. C'est compliqué à répondre parce qu'il y a tellement de façons. Je dirais unique, je dirais fluide, épanouissant, qui fait du sens, fait qu'il y a une cohérence, qui t'apporte une cohérence dans ton cœur, ta tête et ton corps, une connexion à soi, une connexion à l'autre, une réciprocité. C'est ça la sexualité pour moi. Mais ça se limite pas à Non. des rapports en tant que tel. J'ai pas nommé, tu sais, oui, OK, le corps, connexion à soi, connexion à l'autre,
c'est pas juste le corps. Oui, il y a une connexion qui peut être corporelle, mais il y a tellement de types de connexions qui sont tellement à valoriser aussi dans la sexualité, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, finalement, l'ensemble, c'est d'avoir un échange qui... Le mot que je vais dire pour la sexualité, vulnérabilité puis sécurité. Il faut que tu te sentes en sécurité puis vulnérable dans la sexualité puis que tu te sentes à l'aise d'y aller. C'est tellement un bel espace de se laisser aller là-dedans. C'est d'aller dans le parasympathique, c'est d'aller dans l'apaisement total, juste comme go with the flow. Tu sais, le parasympathique, c'est un peu genre le yoga, l'état méditatif. C'est bon pour le corps. Il y a des études qui en parlent. Tu sais, justement, c'est bon la sexualité. C'est bon d'avoir de la sexualité puis justement de vivre dans notre corps. Mais la sexualité aussi, c'est une expérience. C'est pas une performance. C'est drôle parce qu'on parlait récemment dans un autre épisode de balado de la performance que dans nos études... C'était sportif. C'était sportif. Oui. Des fois, la sexualité peut devenir sportive. Non, mais plutôt qu'on est beaucoup, beaucoup dans la performance, voire même l'hyper-performance dans toute notre vie. Tellement. Puis là, on parlait plus de sport, justement, d'essayer des fois de se détacher de ça juste pour bouger et non avoir une performance quand on va faire notre petit jogging matinal. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi qui rentre dans la sexualité là, en ce moment. Que ce soit l'extrapolation de notre quotidien, mais aussi... Tu me diras si j'ai tort. Là. Moi, je suis quand même pas spécialisée en sexo, là. Mais par rapport à la pornographie, tu sais que c'est souvent... Tu sais, tu vois souvent des acteurs, ben c'est souvent des acteurs, mais tu sais, c'est tout stagé, la belle-mère, puis on dirait que ça rentre dans une performance puis que ça renforce ça, là. C'est ce qui est attendu d'un rapport sexuel. Ouais. 100 Oui, puis vous nommez quelque chose de vraiment important, tu sais, l'éducation à la sexualité. Notre génération, là, on n'a pas eu l'éducation à la sexualité, mis à part, mettons, le pénis de bois d'école secondaire puis les cours de bio. Fait que, Mettre le condom dessus. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est très bio. C'était vraiment pas dans le consentement. C'était pas du tout, tu sais. Puis justement, tu sais, là, ma fille commence à maternelle, puis j'étais comme... Moi, j'ai dit à sa prof, je peux t'aider là, à parler justement d'éducation à la sexualité. Je peux faire le cours avec toi. Puis justement, c'est ce que je vais faire parce que les profs, ils ont besoin aussi d'aide. On est dans une école alternative aussi, fait que les parents, ils participent beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais, tu sais, dans le sens que ça transparaît aussi que justement, il y a un tabou même avec les personnes qui doivent parler de sexualité, tu sais. Puis je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de l'enseignement social, l'enseignement aussi familial. On a une stigmatisation de la sexualité puis même du plaisir sexuel parce qu'on a tellement vu souvent puis longtemps que la sexualité, ça fait peur, il faut faire attention, c'est les ITSS, c'est tomber enceinte. Fait que c'est comme, oh my God, la sexualité où... Fait que c'était un peu un tabou, mais aussi un vice caché, on va dire, alors que c'est trop pas ça. Mais comment qu'on allait chercher notre information si c'était pas des ITSS puis de la grossesse, c'est par la pornographie. Donc, c'était ça notre modèle, mais aussi l'hypersexualisation dans tout ce qui est les films, dans les magazines, sur Internet. C'est l'accessibilité à l'Internet, on s'entend que c'est quelque chose. Puis, tu sais, il y a eu le FPS de 1980 à peu près des années 2000, que là, justement, c'était plus comme la peur de la sexualité, mais il y avait quand même quelque chose. Puis de 2000 à 2018, plus rien. Plus rien de réglementé, du moins. Fait qu'il y a des écoles, il y a des gens qui ont été chanceux puis qui ont eu justement des cours qui étaient adaptés, puis tant mieux, pour vrai, mais généralement, on voit pas ça, tu sais. Fait que ce qu'on voyait, c'était la pornographie, donc c'est ce qu'on essaie de recréer. Puis même comme adolescent, tu sais, la période des adolescents, bien, essayer de recréer des choses qu'ils voyaient dans la pornographie. Donc, on a appris la sexualité comme une performance. Mais tout ce qu'on apprend peut se désapprendre et se réapprendre. Fait que je pense que ça, c'est important aussi à avoir. Puis une éducation sexuelle, bien, si on n'a pas reçu d'éducation à la sexualité, c'est une forme d'éducation à la sexualité. Ouais. Fait qu'il y a tout ce construit social-là à venir comme déconstruire, mais ouais, on met beaucoup de pression sur les femmes, puis surtout les femmes, puis la pornographie mainstream. Fait qu'on essaie d'aller vers la pornographie féministe parce qu'il ne faut pas démoniser la pornographie. C'est correct que ça existe, mais pornographie féministe, c'est un petit peu plus accurate. Ouais. Puis pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que la pornographie féministe? Bien, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est par et pour des femmes, généralement. Puis c'est beaucoup plus réaliste à la réalité, finalement. Fait qu'on retrouve plus des rires, un peu plus de naturel, un peu plus de... C'est moins stagé, finalement. C'est vraiment pour recréer quelque chose de cosy. Puis ça, c'est la vraie vie, genre. Ça arrive des fois qu'on rit, qu'on fasse un pet ou, tu sais, genre, je pense que c'est comme dédramatiser. Tu sais, c'est pas juste une performance. L'important, c'est juste de se laisser aller et d'avoir du plaisir, tu sais. Fait que je dirais que ça serait un peu ça, la pornographie féministe. Il y a aussi des meilleures conditions habituellement qui viennent avec ça. Ah oui, absolument. Les meilleures conditions aussi. Pour vrai, on dirait que la seule chose qui me vient en tête en ce moment, écoute, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais on y va revenir. Moi, je vois quand même beaucoup de personnes qui rentrent en consultation qui sont complexées de l'allure de leur vulve. Après, je leur dis, là, les vulves, là, non seulement, des fois, il y a des chirurgies esthétiques là, pour la pornographie, t'appelles ça mainstream, là. Oui.
chirurgie esthétique ou même juste du montage qui est fait. Là. Je pense qu'on est capable de mettre un chip dans Star Wars, on est capable de changer une vulve là, aussi dans une vidéo de porno. Là. Fait que non seulement comment dire, ça donne pas la bonne image de ce qui est vraiment la sexualité tout son ensemble, mais également sur ce que tu devrais ressembler, puis visuellement ton corps, comment il devrait être. Là. Tu sais, j'en ai beaucoup de femmes là, qui se font faire des chirurgies à jeunes, jeunes avant d'être majeures, parce qu'ils disaient non, mais comme ma vulve, ça n'a pas de sens. Tu sais, mes petites lèvres sont plus grosses que mes grosses lèvres. Là. Comme j'étais comme, tu sais, c'était quoi ton repère? Puis c'était toujours la pornographie. Fait. 100%. C'est fou, là. Absolument, oui, absolument. Puis c'est fou pareil parce que justement, je suis certaine, je serais prête à mettre ma main au feu que tu as plein de patientes qui n'ont jamais regardé leur vulve ou qui n'ont jamais touché non plus. J'espère que vous avez écouté les épisodes de la saison 1 parce qu'au moins 10 fois, j'ai dit tout le monde, regardez votre vulve. Oui. Il faut. Ça a un impact majeur sur la santé. Là. Moi, je pourrais 2 doigts là, de mettre une grosse pancarte sur la 15, regardez votre vulve. Là. Comme il faut, là, comment tu veux connaître ton corps puis comment tu veux connaître ce que tu aimes dans ta sexualité si tu sais même pas où est ton clitoris. 100%. Puis comment est-ce que tu peux le montrer à quelqu'un d'autre qui sait probablement pas c'est où non plus, tu sais? Ben non. Mm. Fait que comment est-ce que tu peux avoir un orgasme aussi? Puis maintenant qu'on sait que c'est le clitoris aussi qui donne le plaisir autant à l'interne qu'à l'externe, Ouais. il faut savoir à quoi ça ressemble, tu sais. Puis justement, je pense que, tu sais, le clitoris, ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse à l'anatomie des femmes, puis le clitoris, surtout, le premier 3D de clitoris, c'est en 1998, là. Mhm. Genre, ouch, là. Ça fait mal. Ma pauvre maman, là. Tu sais, comme, Ouais. sérieux, là, ils savaient pas, là, les femmes, dans le temps, là. Ils expérimentaient, ils savaient pas trop, mais hey, c'est tabou aussi. Fait que même le plaisir des femmes, le devoir conjugal, que c'était juste pour procréer, de la pénétration, hey, c'est en 1983 que le viol conjugal a été mis dans le code criminel. Comme, Ouais. hey, Avant, ça fait c'était comme dur, le notre devoir, sexualité de femme, là. Fait qu'on on y va, puis on fait des changements. Fait que non seulement ça, la cause féministe, c'est pas non seulement d'aller dans les rues puis de dénoncer les choses ou de travailler comme sexologue ou comme intervenante, mais c'est de nous aussi apprendre comme femmes parce que nos filles vont nous remercier après. Oh. J'ai envie de pleurer, Seigneur. C'est bon. Et tu vois, ton commentaire sur les vulves, ça me fait aussi penser, puis je me demande même si ça pourrait se retrouver dans comme... Mhm. C'est quoi? C'est-tu les types de désirs que... Oui, OK. j'ai mis des types de désirs, mais tu sais, Ouais. c'est un peu exhaustif. là. Mais je me demande, par rapport à la confiance en soi, tu sais, comme y a-tu un type de désir qui est comme je me trouve belle aujourd'hui? J'ai l'impression que ça a tellement un gros impact de comme, hey, moi, si je suis bloated, bonne chance. Ben, je pense qu'il y a quelque chose dans le côté émotionnel. Fait que, tu sais, vraiment de Ok. se sentir pas bien, mettons, tu sais, de se Mhm. sentir inconfortable ou de pas trop avoir confiance en soi, d'avoir une mauvaise image corporelle, de se dire, ah, je suis pas belle aujourd'hui. Puis ça aussi, je pense que c'est important de le mentionner, tu sais, l'image corporelle. On est beaucoup dans le body positivity, puis c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut aller chercher dans une neutralité. C'est normal d'avoir des mauvaises journées puis de se Mhm. trouver bloated, justement. Ouais. Faire genre, hey, aujourd'hui, je suis menstruée puis je suis pas bien. C'est bien correct, pourquoi pas? Mais les journées, par contre, que tu te trouves belle, ben genre, assume-le, puis dis-toi-le, regarde-toi dans le miroir, puis dis, hey, aujourd'hui, là, je me trouve hot. Tu as le droit de te dire ça, tu sais. Mais tu as le droit d'avoir des mauvaises journées également. Fait que ça vient chercher un équilibre, finalement. C'est tellement des beaux messages, puis je pense qu'on enlève beaucoup de culpabilité en ce moment de peut-être pas vouloir comme avoir du sexe aussi fréquemment qu'on aimerait. S'il y a une femme qui vient te voir puis qui dit j'aimerais avoir du sexe plus fréquemment, mais il y a tous ces obstacles-là. Est-ce que tu essaies quand même de la déculpabiliser pour dire non, c'est correct de pas en avoir beaucoup, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir avoir du sexe plus souvent? Mais j'essaie de comprendre, en fait, ça vient de où, premièrement? Ok. Pourquoi c'est ça l'objectif? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour l'autre? Est-ce que c'est pour votre couple? Est-ce que c'est une pression de performance? Est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que ça te manque? Est-ce que c'est une priorité? Il y a comme tellement de choses à venir explorer avant de faire genre, OK, on donne des trucs, tu sais. Mhm. Parce que, honnêtement, comme sexologue, c'est tellement rare que je donne genre des trucs de Ouais. whatever, tu sais. Je vais vraiment être plus, mettons, dans la sexualité cognitive. C'est un peu comme ça que je le vois finalement, tu sais, de réfléchir à la sexualité. Mhm. Et généralement, quand on travaille d'autres sphères de notre vie dans laquelle on n'est pas bien, comme l'image corporelle, l'estime de soi, ou juste notre quotidien, la charge mentale, ben, généralement, pouf, ça enlève beaucoup de charge, puis ben, la sexualité revient. Ou de voir la sexualité comme quelque chose de positif, de travailler les émotions qui ressortent quand on n'est pas bien dans la sexualité, c'est de comprendre pourquoi on ne se sent pas bien dans le rapport. Fait que c'est possible d'aller chercher plus de fréquences. Il faut juste qu'on aille chercher les bons paramètres puis qu'on comprenne où est-ce qu'on faut aller chercher les paramètres finalement, tu sais. C'est intéressant. Oui. Puis là, si je me trompe pas,
Entre autres, dans ta pratique, tu t'intéresses beaucoup au désir sexuel, mais également au désir sexuel relié à la périnatalité, que ce soit prénatal, mais également postpartum. Ouais. Puis, en fait, je suis comme curieuse qu'on explore un petit peu ce sujet-là pour multiples raisons, pour toutes les personnes qui nous écoutent, Oui. mais aussi vu que je côtoie quand même beaucoup de femmes en postpartum, j'ai mes trucs là, que j'essaie de leur donner, mais c'est beaucoup des trucs également physiques. Tu sais, c'est pas tant des trucs reliés à la psychologie, par rapport à la sexothérapie. Sexologie? Sexologie, oui. Ouais, tu sais, pourquoi je sais pas si j'ai le droit de te dire spécialisé ou que tu t'es découvert un intérêt envers plus cette branche-là? Oui, en fait, non, c'est spécialisé. J'ai appris à mes dépens que spécialisé, c'est Moi non. réservé aux médecins. Moi non plus, je peux pas l'utiliser. Oui, c'est ça. Fait Une que expertise. j'ai une expertise en périnatalité. Voilà. Voilà. Mais en fait, oui, il y a plusieurs choses là, qui viennent impacter là, le désir sexuel. C'est ça la question, si j'ai bien compris. OK. Ben, dans le fond, les changements, dans le sens que c'est un changement identitaire, tu deviens une nouvelle personne. Il y a la matrescence qui se passe. Qu'est-ce que la matrescence? La matrescence, c'est la conjoncture entre le mot adolescence et maternité. C'est pour définir une crise identitaire qui nous fait devenir une nouvelle personne dans un nouveau rôle dans toutes les sphères, donc sociales, personnelles, dans justement notre couple, tout, en fait. Tout change, finalement. Notre sexualité, notre corps. Fait qu'on doit s'adapter. Puis l'adolescence, pourquoi est-ce qu'on va chercher ça? C'est que l'adolescence, en fait, ben c'est ça, c'est une crise identitaire, tout change. Puis même au niveau hormonal aussi, puis on est en mode découverte, on est en mode je veux découvrir qui je suis dans ce rôle-là. Puis généralement, les adolescents, ils ont du support. Puis ils sont pas tout seuls là-dedans. Puis ils dorment un peu plus, mettons. Ils ont moins de responsabilités versus les parents que eux se retrouvent avec peu de support, tout seuls et s'isolent généralement à devoir aussi s'occuper d'un autre être humain. Donc leurs besoins passent après. Alors, c'est tout à fait légitime que la sexualité, ce soit plus une priorité. Donc, ça, c'est dans la crise identitaire de la matrescence. Mais après ça, est-ce qu'on a eu un accouchement traumatique? Est-ce qu'on a fait une dépression postpartum? Est-ce qu'on a eu une grossesse difficile? Est-ce que ça va bien dans notre couple? Est-ce que, justement, on fait de l'anxiété? Est-ce que notre bébé dort? Est-ce que notre bébé dort pas? On est-tu fatigué? On est-tu bien dans nos finances? Nos hormones, oui, mais c'est rien, les hormones, finalement. T'sais, oui, c'est là. Oui, il y a des changements. Oui, ça impacte la sexualité. Mais généralement, ce que je vais entendre, c'est « Ah, ben là, si je continue d'allaiter, je vais jamais avoir de désir sexuel. Mais j'ai plein de femmes qui n'allaitent pas et qui n'ont pas de désir sexuel. Parce que c'est pas juste les hormones le problème, en fait. T'sais. Puis c'est pas un problème, finalement. On doit apprendre à s'adapter. On doit suivre aussi un rythme. Puis on se fait imposer un rythme par la pression de performance pour retrouver la sexualité à 6 semaines postpartum. Non, là, puis je suis certaine, comme physio, tu le sais, là, 6 semaines postpartum, techniquement, au niveau comme médical, OK, oui, la cicatrice est là, mais mettons que... Ta cicatrice est juste guérie, point. Exact. Ça fait-tu encore au minimum? mal? Sûrement. Genre, c'est comme, tu te coupes, là, je veux dire, mettons, tu te fais un paper cut, là, ça se peut que ça reste un peu sensible le temps, même si c'est guéri, là. Genre, imagine, là, la cicatrice de la césarienne, que, t'as coupé plein de choses, là, c'est intense, mais en plus de ça, tu as porté un bébé, tu es fatigué, tu changes complètement. C'est tout à fait légitime que ça ne tente pas d'avoir de sexualité finalement. Puis 6 semaines, c'est vraiment pas réaliste. Tu viens d'accoucher à 6 semaines. Là. Tu clignes des yeux, tu es à 6 semaines. Ben oui. Puis qu'est-ce que tu recommandes ou quel conseil donnerais-tu à une femme qui vient de voir, on va dire, est à 2 mois, 3 mois, je sais pas, n'importe quoi, début postpartum, on va dire, qui est comme j'aimerais redécouvrir ma sexualité, mais on dirait que ça me fait peur, j'ai peur d'avoir des douleurs, c'est difficile de trouver du temps, tu sais, bébé pleure ou bébé dort avec nous, tu sais, le genre de cliché que je vois plus souvent, là, je dirais, là. Ben, premièrement, je dirais que son rythme, il est le bon, puis que c'est important de le suivre. Parce qu'on est tous différents dans notre sexualité, qu'ils prennent le temps de se découvrir comme personne. Puis je pose souvent la question, c'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de te connecter à toi? Puis souvent, la réponse, c'est jamais. Puis si on fait, mettons, une barrière décisionnelle de les besoins de chaque personne, bien souvent, la maman va être en bas, même en bas du chien et du chat. Mais c'est vrai, c'est poche, là. Parce qu'on se dévalorise comme mère. Parce que justement, on se fait dire, oh, tu dois être comme ça. Puis on a plein de pression aussi comme mère. Comme femme, on a des pressions, mais comme mère, on en a encore plus en plus d'être une femme. De comme, il faut que tu fasses une bonne éducation, il faut que tu répondes à tous tes besoins, il ne faut pas que tu fasses d'erreurs, il ne faut pas que tu scrapes ton enfant. Hey, c'est fou, là, la charge qu'on met sur la tête des mères. Puis en plus de la charge mentale, la charge émotionnelle, en plus de son propre rôle, d'apprendre à se redécouvrir. Après ça vient, je veux pas décevoir mon partenaire par rapport à je me culpabilise pour de la sexualité. Je veux retrouver une connexion rapidement, mais finalement, j'ai mal. J'ai subi un accouchement traumatique et je vais pas bien. Je vais trouver du support où?
Puis je suis toute seule, j'ai pas de réseau de soutien, j'ai pas de village autour de moi, mes parents sont loin. Il y a comme plein de trucs, tu sais, il y a plein de contextes finalement. Puis, OK, ben j'ai-tu nourri le chien, j'ai nourri le chat? OK, oui. Est-ce que j'ai fait le souper pour la famille? OK, oui. OK, mon bébé, tu nourris, tu changé, il manque, tu te couches. Fait que, est où la maman là-dedans? Fait que, t'es où? Trouve-toi, puis après ça, on va travailler à remettre de la sexualité dans ta vie. Fait que tu recommanderais de voir un peu là-dedans, comme de prendre du temps pour soi ou comme genre du temps juste pour relaxer ou du temps pour se masturber ou... La masturbation est très loin, en fait, surtout dans la maternité. Il y a des femmes qui, oui, sont là, mais je dirais que peu importe ce qui fait du bien à la personne, puis ça peut être des micros-objectifs. Fait que c'est pas obligé d'être compliqué. Tu sais, quand on met cette pression-là aussi de, ben là, sortir en couple, aller ensemble à l'hôtel, là, ça va faire du bien. Des dates. Certaines personnes, oui, ça leur fait du bien, mais il y a d'autres que non. Ils ont trop d'anxiété de laisser leur enfant, par exemple. Mais pour moi, chaque petit pas, c'est une victoire. Ah, j'ai réussi à prendre ma douche toute seule sans penser à mon bébé à côté. Génial, ça compte. Hey, j'ai réussi à lire 2 pages de mon livre. Génial. Hey, ça te fait-tu du bien? Vraiment, tu t'es senti comment quand tu as fait ça? Parfait, génial. Après ça, la présence attentive, aussi de mettre dans le quotidien, de se reconnecter à son corps. Fait que genre, OK, ben là, j'ai plié mon linge, j'ai fait de la présence attentive en sentant comment que le linge était. Est-ce que c'est doux? Est-ce que la lumière est tamisée? Comment je me sens en ce moment? Tu profites du moment présent. Ça aussi, ça compte. Fait que plein de petites choses dans le quotidien, finalement. Puis est-ce que tu as des conseils pour entretenir le couple peut-être dans cette période-là? Comment qu'on fait pour nourrir le couple, la relation, Ça l'amour? va être difficile, là. Dans la période postnatale, Ouais. Ça va être vraiment difficile. hey, partagez la charge mentale, gang. Genre, sérieusement, là. C'est pas compliqué, là. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut apprendre, mais c'est pas compliqué de demander qu'est-ce que je peux faire, puis prendre le temps de le faire aussi. Parce que la charge mentale, c'est pas juste tu sais, de faire une tâche, c'est de devoir penser à faire cette tâche-là, mais de déléguer le dossier. Genre, ce dossier-là, ça t'appartient, je vais le prendre. Puis plus qu'un papa s'implique, bien plus que la testostérone descend, puis sécrète les mêmes hormones que la mère. Donc, on vient chercher un genre d'équilibre parce que c'est pas tout à fait égal, ça ne le sera jamais en ce moment, du moins. Ça peut arriver, mais généralement, ça ne l'est pas. Mais plus qu'un papa s'implique, plus qu'un papa donne du caring à son enfant, qui est présent, va sécréter de l'ocytocine et donc abaisser justement le désir sexuel, puis ça va créer justement plus d'équilibre dans le rapport. Puis ça peut ramener à connecter, puis connecter dans la vulnérabilité aussi. C'est pas facile d'être parent, puis genre, c'est correct. Si vous avez le goût de pleurer ensemble parce que c'est rough puis que vous dormez pas, donnez-vous un câlin, puis ça compte ça aussi dans la connexion, tu sais. Ouais, c'est ce que je dirais. C'est comme full un speech très bienveillant, puis dans la douceur, dans le cotonnel. Ça m'étonne pas, là. C'est à l'image de qui tu es. Mais vous vous êtes rencontrés via les réseaux. Oui, ben ça fait super longtemps que Oui, OK. Mais est-ce que c'est la première fois que vous vous voyez? Oui, c'est la première fois, ben Je me oui. demandais si vous aviez déjà collaboré et tout. Non. Même pas, non, mais c'est le fun, tu sais, l'éducation à la sexualité. C'est genre, faut l'important. Ça, j'ai bien aimé le petit speech sur l'éducation à la sexualité. Yes. J'avais une autre petite question. Est-ce que tu vois des différences dans le désir sexuel, peut-être plus en général, mais entre des couples hétérosexuels puis homosexuels? J'ai pas vraiment de personnes homosexuelles dans ma pratique. Fait que je dirais que c'est pas tant mon expertise. On a par contre reçu quelqu'un sur le podcast qui nous a fait un témoignage. Puis, tu sais, ce qu'on lit aussi dans la littérature, c'est que le partage des tâches est beaucoup plus égalitaire quand que c'est un couple de même sexe qu'un couple hétérosexuel, généralement. Fait que c'est ce que je pourrais dire. Puis par rapport au désir sexuel, tu sais, tantôt, je t'ai demandé plus par rapport aux abus sexuels, mais le désir sexuel, tes meilleures ressources? Oui, je m'excuse, il faut que je tousse. J'ai des enfants. OK, excuse-moi, la question, c'était quoi? Tes meilleures ressources quant au désir sexuel? Oh! My God, bonne question. Je dirais que c'est plus dans l'exploration, genre. Parce que moi, c'est vraiment dans les études que j'ai regardé ça, puis plus en consultation, mais tous les trucs de Émilie Nagoski, c'est chef kiss, là. Elle est tellement drôle, en plus, là. Son sens de l'humour, tu le ressens dans ses ouvrages, là. Oui. Genre, je ris en lisant, là. C'est ça, ben oui, c'est ça, exactement. Puis ça vient comme un peu enlever le côté plus sérieux ou le gros strict, mettons, de la sexualité. Ça devient plus cosy, plus fluide aussi. Fait que, tu sais, dans le désir sexuel, finalement, c'est d'explorer aussi c'est quoi notre désir. Fait que j'irais même dire, au lieu de regarder des livres ou des ressources, se regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on sent? Puis qu'est-ce qui se passe? Je me demande, est-ce que tu as écouté le documentaire qui s'appelle Pleasure sur Netflix? Ça se peut. C'est un documentaire, ouais, c'est comme 3 petits épisodes, puis il parle de sexualité. Ça te dit quelque chose?
Moi, mais j'ai vu un documentaire dans lequel il y avait Gwyneth Paltrow. Je connais pas, mais dans Pleasure, il y a entre autres Emily Nagoski qui est là. Ah oui? Ah non, je l'ai pas. OK, ben non. tu l'écouteras. J'aimerais avoir ton feedback Ah, après l'avoir cool. Ben oui, écouté, voir 100%. qu'est-ce que t'en penses. J'ai pas Parce que full de temps d'écouter des trucs sur Netflix, malheureusement. Je me concentre sur genre Outlander, Bridgerton. C'est pas mal mes Ah, petits C'est cosy. des bons focus. J'approuve. Mais écoute, si un jour tu as le temps d'écouter, tu me donneras ton feedback par rapport à ça. Moi, j'ai vraiment aimé, mais je serais comme curieuse d'avoir la perspective de quelqu'un qui est Hey, comme en 100%. section. Ouais. Bonne idée. Là, est-ce qu'on est en train de prendre trop de temps, là? On a encore un petit peu de temps, non? Ben oui, on a encore un peu de temps. OK, fiu. Je sais pas, ça fait combien de temps? On n'a pas de chronomètre à Est-ce que chaque tu fois. veux poser la question, elle? Oui, oui. Vas-y. OK, à chaque fin d'épisode, on pose la question justement, elle, qui est une question un peu plus réflexive. Ça se peut qu'on empiète un peu sur ce qu'on a dit, mais je trouve que ça fait une belle fermeture à l'épisode. Parfait. T'es prête? Oui. Ah oui, puis c'est encore moi qui l'ai fait. Hein, elle est longue, je m'excuse. Je vais la recap Quand après. c'est moi qui les écris, c'est course de points. Quand c'est 4, c'est genre 3 lignes de questions. Je m'excuse. Un peu grave. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai dû prendre de la caféine avant ça. Là. OK, t'es prête? Oui. Comment les femmes peuvent-elles redéfinir leur rapport au désir sexuel à travers les différentes phases de leur vie, tout en cultivant une relation épanouissante avec elles-mêmes et leur partenaire? Hey, je sais. Ils sont toutes de même. On va me calmer, tout le monde. Peux-tu la lire? Mais oui, mais au final, c'est comment est-ce que les femmes sont capables de, aux différentes phases de leur vie, de redéfinir leur sexualité? C'est une chance de le répéter. Pas pire? Non, non, Pour avoir une relation épanouissante avec eux-mêmes et leur partenaire. Hey, je m'excuse, mais moi, mon cerveau, il marche sur une neurone depuis 5 ans. Fait que, OK. Faut qu'elle soit une relation je épanouissante. me sens avec comme tout elle-même. le monde en parle là, quand ils donnent la petite carte, genre. Puis... C'est quoi la question piège? Non, au final, mais oui, je femme comprends. C'est adolescence. Oui, je comprends. Je comprends. Absolument. Yes, ça fait du sens. Je ris de toi, c'est bon. C'est bien correct. Non, mais pour vrai, c'est tellement une bonne question parce que, en fait, c'est d'apprendre à se connaître. Mhm. Fait que c'est de prendre un moment pour se connaître aussi, de voir notre estime de soi, notre image corporelle, de lire, de se respecter aussi, mais de vraiment travailler aussi l'affirmation de soi. Je pense que ça, c'est full important parce que ça nous permet une introspection aussi, mais de toujours introspecter comme personne puis de ne pas se comparer. Arrêtez de vous comparer les gens, genre, ça ne sert à rien parce qu'on est tous différents dans n'importe quelle chose. On n'aura tous pas le même mode de vie, pas le même background, pas le même parcours, pas le même corps. Tu sais, tu parlais des vulves, on n'a tous pas les mêmes vulves. Puis même s'il y a une chirurgie esthétique, ça ne veut pas dire que ça va se ressembler non plus. Tu sais, je veux dire, on est tous différents. Puis pourquoi est-ce qu'on fait pas juste glorifier l'unicité au lieu de se comparer finalement? Puis arrêter de se comparer, je pense également à soi-même. Tu sais, on en parlait un peu tantôt, mais en postpartum, tu vas peut-être pas avoir le même désir sexuel qu'en prénatal pour en avoir plus ou en avoir moins. Oui. Là, pas comparer tes phases non plus de vie. Là, exactement. Oui, là. absolument, 100%. Belle réponse à une question très complexe. On y est arrivé, ça va, c'est parfait. Dernière question pour Oui. toi. Si tu avais une femme inspirante à nous recommander pour qu'elle vienne sur le balado, qui serait-elle? My God. Tu peux la connaître ou ne pas la connaître. OK, ben je vais dire ma mère. Oh! cute! Pourquoi? Oui. Quel est son nom? Isabelle. Ben, c'est grâce à elle que j'ai connu le féminisme. Elle a toujours tout fait pour nous. Puis c'est une femme qui est extraordinaire, qui a beaucoup d'ambition, qui a vécu des choses pas faciles. Puis maintenant, c'est rendu une femme très forte, puis une grand-maman exceptionnelle. Fait que ça serait ça. Oui, j'adore. Je peux avoir des enfants puis qui parlent de moi de même, s'il vous plaît? Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, Maman Sexo sur les réseaux sociaux, Facebook. Je suis sur LinkedIn, en tout cas ça. LinkedIn, oui. Cette affaire-là de professionnel. T'as de l'air Puis, bien enfant active d'adulte, là-dessus. là, je comprends rien de cette plateforme-là. Je me suis fait envoyer des bonnes fêtes. Quand je suis revenue, j'ai fait « Hein? » Je savais même pas qu'on fait genre parler en discussion. En tout cas, bref. Ça. C'est bon. Sinon, la clinique Matrescence. Fait que vous pouvez suivre sur justement Instagram, Facebook et on a aussi un courriel info@clinique-matrescence pour toute question collaboration aussi. Fait que voilà. Puis si jamais vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez le liker, commenter votre moment préféré, donnez-nous 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts. Seulement 5 plaît. étoiles. Puis allez nous suivre sur nos médias sociaux, à Elle, le balado, sur toutes les plateformes. Un gros merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment une belle discussion. Vraiment, merci. Sur ce, bye tout le monde! À bientôt.